Minutes ensemble. C'est bien, il y a du monde là. J'ai pas l'habitude, d'habitude il y en a que deux dans la salle. Vous avez encore un peu de chance pour partir, non? Bon, ok, ça me va, hein. Donc, Cédric Hulbert, président cofondateur de France Labs. On édite Datafari, qui est un moteur de recherche d'entreprise open source. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On va parler, alors pas beaucoup de Datafari, mais pas mal aussi des différentes briques qui peuvent vous permettre en open source de faire un moteur de recherche d'entreprise. D'accord? Donc on n'est pas dans un modèle moteur de recherche web. Là, on parle de chercher les documents en interne. Donc si vous êtes prêts pour une petite aventure d'environ 15 minutes plus 5 minutes de questions, on y va. Donc on va parler quand même un petit peu de France Labs pour savoir qui on est. On n'est pas sur les 5 continents. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller en Nouvelle-Calédonie ou tout ça, mais je demande que des clients, hein. On va définir ensemble ce que c'est que l'Enterprise Search, qui est la version anglaise de moteur de recherche d'entreprise. On va parler des composants principaux et ensuite de comment faire ça en open source. Alors on y va. Donc des superbes photos, parce qu'on aime bien les photos. France Labs, on a 10 ans dans 5 jours. On a sorti Datafari en version 1 en 2015, donc il y a déjà 6 ans. On est basé à Nice et à Paris, en bord de mer avec piscine. Pour Nice, hein, Paris, c'est plus compliqué. On essaie d'intervenir dans des conférences sur le sujet du search. On fait partie du CNLL, qui est la meilleure assoce de l'open source en France. On est membre du Search Network, qui est un réseau international d'experts en search. Et on a des clients un peu dans tous les domaines. C'est un peu le chaos marketing, hein, donc voilà, on en a mis un peu partout. Bon, ça on va passer. En gros, on fait du search. Ça, j'espère que vous avez compris. Alors, une petite définition. Qu'est-ce que c'est que l'Enterprise Search? Alors, j'ai piqué cette définition à Martin White, qui a écrit le livre Enterprise Search chez O'Reilly. C'est une application qui permet aux employés de retrouver les informations que possède une entreprise, où qu'elle soit stockée. Donc, il n'y a pas besoin de savoir où elle est. Et moi, j'ai même rajouté, je modifie la définition de façon sécurisée, parce que c'est quand même assez important dans le monde de l'entreprise. C'est bon, vous avez compris ce que c'est que l'Enterprise Search? Alors j'ai même fait une petite vidéo, là, je suis sympa, pour que vous voyez graphiquement à quoi ça ressemble, si j'arrive à choper la souris. Ouais, voilà, hop. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes un collaborateur d'une entreprise, ça dure 1 minute, même pas. Alors j'ai pas de musique sexy et tout ça, hein, donc je cherche, alors je sais plus ce que je cherche, sûrement une facture ou j'en sais rien. Ça s'affiche en quelques millisecondes, même s'il y a des dizaines de millions de documents qui sont indexés. J'ai de l'autocomplétion pour m'aider à chercher. Je peux faire du multilangue. J'ai une fonction de recherche avancée que vous ne verrez pas dans la démo, juste écrit recherche avancée, il faudra me croire sur parole. Je peux filtrer avec des facettes qui peuvent être n'importe quel type de métadonnées. Et j'ai même une fonction de prévisualisation. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir le fichier source pour savoir ce que j'ai en stock. Okay, c'est ça un moteur de recherche d'entreprise. L'interface utilisateur peut être amené à en changer, mais par défaut, c'est ce genre de truc. Comme ça, les employés ne sont pas choqués parce que ça ressemble à un moteur de recherche classique. Alors, je change le transparent. Poum, ça a marché? Ouais, non. Là, ça a marché. Pourquoi les moteurs de recherche pour entreprise? Eh ben là, on va jouer un peu au bingo marketing. Donc, ça vous aide à augmenter la productivité des employés. J'espère que ça vous plaît. C'est un avantage stratégique clé, hein, voilà, donc une petite loi de Pareto, parce qu'il en faut quand même une. Donc 80% des données d'entreprise sont non structurées et donc pas valorisées. Alors ça, vous pouvez le ramener chez vous. Alors sachez que quelqu'un a fouillé pour savoir d'où venait cette loi Pareto, elle vient de nulle part, hein. C'était un type marketing qui l'a mise, mais ça parle. Voilà. Oui, des trucs, bon. Et une source IDC sur 9 heures passées par un ingénieur par semaine à chercher des documents. Pareil, il y a Martin White s'est embêté à aller chercher d'où venait cette information. Elle est en fait sans doute très très bidon, mais elle traîne un petit peu partout dans les départements marketing de l'Enterprise Search. Donc je la mets aussi. Mais au moins je vous fais le disclaimer qu'elle n'est pas forcément valide, mais ça vous parle. Comme quoi vous cherchez des trucs et des fois vous les trouvez même pas. Donc voilà. E-commerce, on va le zapper. Donc Datafari. Alors, l'Enterprise Search, j'ai quelques transparents. On va parler de fonctionnellement qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir un moteur de recherche d'entreprise. Et après, on va parler au niveau technique de quoi vous avez besoin pour faire un moteur de recherche pour entreprise. Ça va. Donc les fonctionnalités. Alors j'ai mis des priorités, ça peut changer selon les scénarios, mais en gros, au niveau fonctionnel, qu'est-ce que vous allez vouloir avoir? Vous allez d'abord vouloir respecter les contrôles d'accès. C'est-à-dire que vous voulez que votre moteur de recherche ne montre que ce que l'employé a le droit de voir. Hein, tant qu'à faire, si vous avez un plan de licenciement en cours, ça vous ferait plaisir que le CHSCT, non pas le CHSCT, c'est quoi déjà?
voilà, fasse une recherche et voit qu'il existe 3 documents qui parlent d'un plan de licenciement. Voilà, donc ça c'est bien, respecter les contrôles d'accès. Priorité 2, alors vous choisissez, c'est que ça soit multiformat, multisource. Parce que justement, un moteur de recherche fédéré va pouvoir aller se connecter à différentes sources. Là où se trouvent les documents, ça peut être du SharePoint, du Liferay, de Liferesco, du XWiki, des bases de données, des partages de fichiers. Multisource, multiformat, donc être capable d'aller récupérer des PDF, des fichiers Office, des fichiers LibreOffice, des fichiers zip, des images, etc. Ensuite, avoir une interface de recherche qui marche, hein, ça peut paraître tout bête, mais basé sur interface web généralement. Ensuite, avoir une autocomplétion, parce que tout le monde s'attend à avoir une autocomplétion, vous savez, on vous rajoute ce que vous voulez chercher. Priorité 5, alors là c'est pour faire un peu geek, mais extraction d'entité avec du machine learning, ça fait toujours bien, mais ça c'est moins prioritaire. Déjà nous chez nos clients, on a extraction d'entité, mais ça fait bien à dire pour les appels d'offres. Et priorité numéro 6, c'est analyser les comportements utilisateurs, savoir qui cherche quoi, pour que vous puissiez améliorer votre algorithme ensuite. Ok, ça c'est au niveau fonctionnel. Il peut en avoir d'autres selon les scénarios, mais en gros c'est ceux qu'on voit le plus souvent pour ce que c'est qu'un moteur de recherche. Au niveau technique, il vous faut quand même pas mal de choses pour satisfaire vos fonctionnalités. Donc d'abord il vous faut un moissonneur. On peut dire aussi butineur, vous choisissez, mais je crois que c'est moissonneur le terme consacré. En anglais un crawler. Donc lui son travail et sa mission c'est d'être capable de se connecter à différents types de sources. Donc ça peut être, donc il veut respecter des protocoles ou des API, les API de SharePoint qui changent à chaque version, SMB2, SMB3 pour les partages de fichiers, etc. Donc lui, son métier, c'est ça, c'est je me connecte à des sources et je récupère les documents et je les ouvre. Voilà, multiformat. Ensuite, l'indexeur, il prend les textes qui ont été ouverts dans les documents, il les analyse, il les traite, il les met dans l'index de recherche. Ensuite, on a le moteur de recherche en lui-même, dont le métier, c'est d'interpréter les requêtes de recherche qu'est-ce que l'utilisateur a tapé, les transformer en quelque chose de compréhensible, fouiller dans l'index en temps réel parmi les millions de documents, les classer en termes de pertinence et le retourner à l'interface de recherche, qui, elle, va l'afficher et permettre aussi à l'utilisateur de créer des requêtes, soit avec un simple champ de recherche, soit avec un formulaire pour faire des recherches avancées. Il vous faut un composant de sécurité, pour n'afficher que ce que les gens ont le droit de voir, donc au moment de l'indexation pour récupérer les ACL, Access Control List, mais aussi au moment de la requête pour savoir si la personne elle appartient au groupe admin, au groupe RH, etc. Donc ça c'est plutôt avec l'Active Directory qu'on va faire ça. Un outil d'analyse, et aussi un outil pour stocker les données utilisateurs, les contextes utilisateurs, etc. C'est bon, je vous perds pas? Je balance pas trop de... C'est bon, ça marche. Ok, on est bon. Mais il vous faut encore d'autres trucs, il vous faut une interface d'admin graphique, tant qu'à faire, parce que si vous donnez tout sous forme de fichier config, votre admin ne va pas être très très content. Parce qu'on a testé ça, mais dire à des gens connectez-vous en SSH et modifier à la main, ça n'a pas plu très longtemps avec VI. Donc interface graphique, c'est bien. Un moteur de recherche pour entreprise est fourni avec une interface d'administration. Pouvoir monitorer les process, bon là on est sur du classique, fournir du responsive design. Ça fait longtemps que j'ai plus vu le mot-clé responsive design, je sais pas si c'est peut-être plus à la mode. Faire du big data, et puis ensuite les trucs classiques, c'est pas propre qu'à nous, mécanisme de patch, mécanisme de déploiement. Alors ça y est, on arrive à l'open source. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étagère? C'est pas du tout une liste exhaustive, d'accord, ça change en permanence. C'est ceux que nous on connaît le plus ou qu'on a vu passer assez souvent, avec une flavor pour le copyleft faible, donc c'est-à-dire non viral si on utilise le verbiage Microsoft, donc plutôt du Apache, MIT, etc. Donc les moissonneurs, Apache Manifold CF, il est un peu tout seul, donc du coup il est là, parce que c'est en gros c'est le seul connecteur, enfin framework de connecteur qui soit maintenu à jour, etc., avec une petite communauté qui contribue. Il utilise du Apache Tika, donc géré par Tim Allison, qui est à la NASA, qui fait un super boulot. Donc Tika, son boulot c'est ouvrir les documents, avec un gros focus PDF, très 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 beau projet. Talend, anciennement une boîte française, multimilliardaire, ils sont à New York maintenant. Mais eux, c'est plutôt de l'ETL, donc moi je vous conseille plutôt d'aller sur Manifold CF. Et ensuite Apache NiFi qui appartient à Cloudera, mais bon, voilà, Cloudera, si on n'entend plus beaucoup parler, ça va plus très fort Hadoop, mais NiFi c'est plutôt fait pour du mapping graphique entre documents. Indexeur et Search Engine, bon, Apache Solar, OpenSearch et Vespa. J'espère que vous êtes au courant, Elasticsearch n'est plus open source, donc maintenant c'est OpenSearch. Okay, qui n'était pas au courant? Ah, quand même un peu, voilà. Bon, il va falloir vite aller voir en interne ce qui se passe. Donc voilà. Mais enfin, tant que vous ne faites pas de cloud, vous êtes tranquille, en gros, je résume. Une interface de recherche, voilà. Alors, il y en a deux qui sont assez connus, Blacklight et Elastic UI.
Composants de sécurité, Spring Framework fait bien le café. Outils d'analyse, Elk, j'aurais dû marquer open source là aussi. Pentaho, par exemple, outil de BI. Pour stocker les contextes utilisateurs, là on est sur des bases de données, NoSQL, SQL, vous faites votre choix. Ça va dépendre après de la volumétrie. En termes d'interface graphique administration, ça me paraît dur qu'il y ait des frameworks, donc c'est à vous de coder votre propre interface graphique. Il existe par contre en HTML des templates d'administration graphique, mais après le comportement vous le codez vous. Monitoring les process, en supposant que vous êtes sous Linux, c'est Monit. Responsive design, HTML5 CSS, après vous prenez le framework qui vous fait rêver. Big Data Clustering, que ce soit open source ou Solar, ils fournissent des fonctionnalités pour gérer les clusters, donc ça c'est pas mal. Mécanisme de patch, c'est un peu votre sauce. Et mécanisme de déploiement, sans doute des scripts ou du Puppet, mais voilà. La maturité des outils, je me suis un peu risqué à essayer de vous faire un petit peu de maturité. Donc Apache Tika, voilà, je l'ai dit, c'est super au point. Il y a eu un gros effort l'année dernière par Tim Allison de bosser sur la stabilité, parce que c'est le défi des mondes ouverts. C'est-à-dire que si je sais pas a priori les poubelles que je peux avoir dans les fichiers, parce qu'il y a beaucoup de surprises dans les fichiers, c'est vachement dur de gérer tous les cas, toutes les exceptions qu'on va choper. Par exemple un zip qui vous le dit pas, qui fait 20 kilos, mais qui en fait fait 90 gigas avec juste le même mot écrit dans toutes les colonnes. C'est déjà arrivé. Et donc il y avait pas mal d'OM et tout. Maintenant ça a été bien travaillé avec des mécanismes de parent-child, là ça bosse nickel. Apache Manifold CF, j'ai dit c'est le seul qui est là. Ça met un peu de temps à appréhender quand même Manifold CF, puis ça date de l'ère pré-Big Data, donc ça en dit beaucoup parce que Big Data c'est déjà vieux aussi. Donc c'est du Java multithreadé, tout ça. Enfin c'est un peu long à comprendre, mais une fois qu'on comprend, voilà, c'est un framework de connecteur. Apache Solar, donc il est plus demandeur qu'OpenSearch à comprendre, mais il est très bien. Donc nous, on est sur Apache Solar. OpenSearch, alors là, c'est assez frais, ça fait moins d'1 an que ça a été présenté en version 1, là, donc voyons comment ça évolue. Est-ce qu'Amazon le maintient? Est-ce que ça va vraiment forker très différemment d'Elasticsearch? On ne sait pas, donc à suivre. Search UI, il y a Blacklight qui est basé sur Ruby, donc faut aimer Ruby et avoir des développeurs Ruby sous la main, mais en plus c'est focalisé plutôt pour les bibliothèques. Donc ça va manquer de widgets à part ça. Et Apache Cassandra, personnellement on est sur Apache Cassandra, c'est très bien. Voilà. C'est à vous de choisir après. N'oubliez pas que MongoDB n'est pas open source non plus. Si jamais vous avez vu MongoDB, je vous préviens tout de suite, il y a un problème. Si on remonte d'une couche, donc dans le domaine des moteurs de recherche d'entreprise, d'accord, qui contiennent tous les composants. Donc, qu'est-ce qu'on a? Open Semantic Search. Donc, beaucoup de fonctionnalités sémantiques, ça tombe bien, c'est dans le nom. Mais par contre, c'est un seul contributeur. Voilà, c'est un data journaliste allemand, donc c'est sympa. Et puis lui, il fait ça un peu parce que c'est vachement pratique pour lui d'avoir ça. Pour les gens aussi, mais il ne s'est jamais vraiment soucié des composants qui mélangeaient entre eux, donc il y a potentiellement des soucis de licence si vous voulez jouer avec. Attention à vos avocats en interne, donc faites attention à cette partie-là. Open Search Server, ce qui était français, c'est très très calme depuis 3 ans pour être poli. Il annonce une version 2 depuis 2 ans, mais en fait il n'y a aucun commit, donc voilà, je pense que c'est un peu mort. Search Diamond, le forum c'est carrément devenu un site un peu de porno, tout ça, donc on pense que c'est mort depuis au moins 5-10 ans, mais je le mentionne quand même parce que vous pouvez quand même télécharger Search Diamond. DataShare qui avait gagné le prix des acteurs du libre il y a 2 ans, donc consortium international des journalistes d'investigation. Mais eux, c'est qu'une seule source de données, c'est une source en local de fichiers. C'est pour éviter que les lanceurs d'alerte se fassent choper d'ailleurs que c'est comme ça. Mais du coup, la partie moissonneur est faiblarde. Et pas de partie sécurité non plus pour les ACL. Et Datafari, objectivement, le meilleur du monde. Voilà. Alors ça tombe bien. Donc, j'ai encore 2 minutes pour vous dire ce que fait Datafari en version communautaire et ce qu'il ne fait pas. Ce qui a failli faire que mon track soit rejeté d'ailleurs, parce qu'il trouvait ça trop commercial. Moi, je trouve pas ça super commercial, mais donc, en version communautaire, là, vous allez tout à l'heure télécharger. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous pouvez moissonner de façon multisource et multiformat. Donc grâce à Apache Manifold CF, alors vous avez plein de fonctionnalités. En version CE, vous pouvez déjà dire je veux crawler que la nuit pour pas faire tomber le serveur, je veux crawler que les week-ends, je veux crawler que 10 documents par minute, comme ça j'ai pas payé très cher mon Oracle, alors du coup je peux pas en faire beaucoup, ça va tomber. Ouais, tout ça on peut gérer, c'est nickel. Grâce à Apache Tika, vous pouvez déjà ouvrir tous les types de documents que vous voulez. Et vous pouvez aussi, on avait préconfiguré pour extraire des numéros de téléphone, extraire des noms de personnes et une autre fonctionnalité que vous voulez de votre rêve avec système de regex, et ça s'active de façon graphique. Au niveau moteur de recherche, donc nous on embarque BM25, c'est ce que fait quasiment tout le marché, même les concurrents propriétaires. BM25, la suite de TF-IDF, un algo qui a déjà 20 ans.
On va attendre les processeurs dans 10 ans, comme ça on pourra faire du vector-based search vachement efficace avec du machine learning partout, mais pour l'instant ça rame trop. Donc voilà, nous on est sur Apache Solar, très très bien, Apache Solar très bon, interface graphique Ajax France Labs et puis bientôt Dataferry UI en React qui sortira de la version bêta, on espère. Bon, ça fait un an que je le dis, donc il est déjà là, mais bon, on ne prend pas de risque. Vous avez du 18N, que ce soit au niveau d'interface graphique ou aussi de l'interprétation des documents que vous analysez. En parlant d'analyse, vous avez donc OpenDistro qui est embarqué, pas encore OpenSearch. Ça viendra. Vous avez aussi tous les logs qu'on fait. On fait plein de logs que vous pouvez analyser. Et vous pouvez gérer Dataferry grâce à l'interface graphique qui fournit un sacré paquet de fonctionnalités. Mais j'ai pas le temps d'en parler. Mais en gros, voilà, vous pouvez gérer la pertinence, des publicités, des mises en avant de trucs en interne, redémarrer le système de façon graphique, le réinitialiser, etc. Vous avez tout Manifold CF pour le framework graphique. Vous avez l'interface d'Apache Solar pour gérer votre cluster Big Data. Voilà, ça c'est ce que vous avez. Donc déjà, vous pouvez faire un paquet de trucs. Hein, d'accord. On va parler quand même de ce que vous n'avez pas. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Hein, vous partez de là, ils disent pas de mauvaise surprise, ça ne gère pas la sécurité. Voilà, ça le gérait il y a 5-6 ans et puis en fait, au début c'était tout full open source et puis les intégrateurs se sont mis à l'installer chez les clients et nous on n'avait pas d'argent donc il faut bien vivre. Alors on vous a enlevé la sécurité. Mais comme ça, vous nous donnerez un chèque avec le sourire. Mais en gros, voilà. Mais on ne l'empêche pas. C'est marqué tout en bas. Tout ce que je marque que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez aller le coder. Hein. On n'est pas allé offusquer une partie du code qui vous empêche de blablabla. Si vous voulez coder vous-même la sécurité, vous pouvez. C'est juste qu'elle n'y est pas par défaut. Pareil pour la gestion en mode Big Data. Mais un Dataferry mono-machine, surtout si vous n'activez pas la partie Open Distro, vous allez à l'aise avec une machine à 24 Go. Vous pouvez indexer jusqu'à 8-9 millions de fichiers. Donc vous pouvez déjà aller sur des gros scénarios. Backup de Dataferry non plus. Ça, on s'est dit, tiens, tout ce qui est prod. Surtout la partie backup, mais bon, là aussi rien ne vous empêche. Si vous êtes en mode Docker, vous éteignez le Dataferry tous les soirs, vous faites un petit script pour le stopper, vous backupez l'image container, et puis comme ça vous avez le système de backup. Et voilà, et comme je disais, de toute façon, on bloque rien. Où démarrer? Il reste 3 minutes, donc j'aimerais quand même qu'on ait des questions. Vous allez là-haut pour télécharger, faire ce que vous voulez. Il y a une appliance sous VirtualBox si vous voulez vraiment rien avoir à faire. Vous avez aussi une image Docker sur DataHub. Vous avez aussi évidemment des packages Debian, et puis vous avez le GitLab. On est sur GitLab avec un miroir sur GitHub qui est à jour, la doc sur wikidataferry.com qui est un Confluence avec pas mal de docs, et puis Twitter machin. Et je vous remercie, et j'ai du temps pour des questions. Enfin, j'espère qu'il y en aura. Mais... Ah, il n'y en a pas. Si, je suis sûr. Ah, c'est bon. Si on veut rajouter un connecteur en tant qu'intégrateur à la version communautaire, comment on fait? Alors, il faut aller sur. Il y a le forum de Apache Manifold CF. Alors, c'est à l'ancienne, hein, c'est des mailing lists. Il faut séduire Carl Wright, qui est le programme manager d'Apache Manifold CF. Et puis, c'est tout. Hein. Lui, il est très content d'avoir des contributions avec des connecteurs. On est tout le temps preneur de contrib de ce point de vue-là. Ouais. Facilement. Voilà, c'est assez facile de changer le pneu d'une voiture. Bon, si on a le cric et qu'on a un peu lu la doc, mais oui, c'est facile modulo les compétences. Quoi. Voilà. Mais nous, comme c'est dans le framework, oui, après on peut le faire apparaître. Il faut avoir compris le système de mapping qu'on a vers notre Solar à nous. Mais ça, c'est prévu dans Apache Manifold CF, donc oui, ça se fait. Ouais. Il y avait une question au fond là-bas. C'est bien, vous posez des questions, je suis ému là. C'est l'année là, hein. C'est un truc de fou là. Pas de gilet jaune, pas de grève. Oui. J'ai une question en fait sur la recherche avancée. Est-ce qu'il indexe les documents en eux-mêmes? C'est-à-dire par exemple, j'ai perdu une phrase dans un fichier de texte. Est-ce qu'il est capable de la retrouver? Oui. Le temps où on cherchait que les métadonnées, c'est passé. Ça, non, on fait la recherche plein texte dans le corps du document et dans les métadonnées. Donc s'il y a une phrase où je me souviens, Jean-Louis il avait marqué un truc rigolo et c'est ce mot-là que je cherche, on va le trouver. Parce qu'on indexe tous les termes qui sont dans les documents. Et alors la deuxième question, est-ce que vous pouvez faire, par exemple, est-ce que le logiciel gère l'intégralité des données, c'est-à-dire est-ce qu'un système de table de hachage? Alors quel est le but parce que c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on l'a codé, mais c'est pour faire quoi? Pour vérifier si un document n'a jamais été modifié. Ah, pour faire du versioning? Ouais. Nous on fait du hachage, mais pour la gestion des duplicats, pour savoir si les documents sont identiques ou pas, parce que ça ils aiment bien aussi des fois les clients. Donc oui, on fait du hachage, mais pas dans un concept de versioning. Voilà, ça peut après, hein, mais on n'a pas eu de demande.
De rien. Oui, bon, écoutez, merci. Je ne félicite pas encore l'audience pour l'égalité homme-femme. Hein, mais bon, merci d'avoir tenu jusqu'à maintenant.